C'est un nouveau jour et un nouveau rendez-vous avec vous pour l'émission Bonjour le Faso, puisqu'il vient donc de sonner 7h30 sur Savan TV. Alors, on vous souhaite une excellente journée et surtout restez en notre compagnie parce que durant 1h30 d'émission, nous allons vous proposer de la découverte, de l'information et un peu de divertissement. Alors, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Bonjour le Faso. Je rappelle que cette semaine, nous nous intéressons au Tengso Bandamba ou encore au chef de terre, les chefs de terre donc du Burkina Faso. Et nous avons rencontré des chefs de terre de Mankoudgou, mais également de Ziaré et d'autres localités du Burkina Faso tout à l'heure pour le témoignage de ce jour. La revue de presse est présentée aujourd'hui par Rachid Assad Zongo que nous allons retrouver tout à l'heure. Notre invité du jour est Maître Guy Hervé Kam. Vous le savez, il est le président du mouvement Sens et aujourd'hui ce mouvement a formé une alliance avec d'autres partis politiques. Il s'agit notamment de l'alliance Ensemble pour le Faso. Nous allons parler de cette alliance tout à l'heure avec notre invité qui est Maître Guy Hervé Kam. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons des annonceurs sur ce plateau pour parler notamment donc de Baobab d'or. Alors, installez-vous confortablement. L'aventure débute tout de suite et maintenant avec la première rubrique à la découverte de Nous partons à la découverte des chefs de terre ou du chef de terre, encore appelé Tengsoba en Moré. Il faut rappeler que le chef de terre dans la société Mouaga a un rôle spécifique. Et selon les témoignages, l'origine du chef de terre remonte aux temps anciens et il était un des habitants qui vivaient dans la brousse entre les collines et les animaux. Surtout, il faut noter également qu'il était naturellement protégé par la terre et le ciel. Le chef de terre ou Tengsoba vivait de l'eau de pluie et des fruits et légumes naturels de la forêt. C'est par la suite que ces hommes-là se sont organisés pour créer leur communauté et désigner un responsable. Alors, ils ont décidé de nommer leur responsable chef de terre appelé Tengsoba Amori. Alors, le rôle donc du chef de terre, c'est de trouver des solutions aux problèmes de la société. Le chef de terre ou Tengsoba invoque ses ancêtres et Dieu pour provoquer par exemple la pluie ou encore le vent. C'est lui qui implore également la terre pour trouver des solutions aux tranchées en cas de dispute. Aujourd'hui, nous allons vous inviter à écouter la suite du témoignage donc des chefs de terre que nous avons rencontrés et vous allez écouter également la traduction qui est assurée par monsieur Wamnango Okwala, qui est issu justement de la caste des Tengso Bandamba et promoteur culturel également. Aujourd'hui, ils vont revenir sur la place et le rôle donc des Tengso Bandamba dans la société Mouaga notamment. On y va et on revient pour la suite. Le chef de terre, son rôle, c'est un réparateur. Même quand il y a un drame qui arrive ou une situation anormale, c'est lui qui est chargé de protéger en réalité la population par ses sacrifices, parce que c'est lui qui est le détenteur des pouvoirs de la terre, des forêts et de la pluie. Donc lui, il se met en avant pour solutionner le problème et résoudre la question au bien-être de la population. Voilà le rôle du chef de terre. Les chefs de terre sont solidaires et ils se connaissent. Cela veut dire que si le chef de terre, dans une famille, par exemple, a des questions à résoudre avec une autre société, même s'il traverse des terres qui appartiennent à d'autres chefs de terre, il les signale, il les respecte, il les informe qu'il veut aller résoudre sa question. Généralement, dans le temps, c'était les questions de femmes qui étaient problème. Il explique toujours. Mais en tout cas, en réalité, les chefs de terre se connaissent, ils se respectent et ils sont solidaires. C'est ça. En réalité, le chef de terre
son rôle, c'est vraiment d'aider et arranger pour tout le monde, y compris les chefs traditionnels. Maintenant, le chef de terre ne provoque pas un problème. Il est chez lui, on lui amène des problèmes et lui, il est chargé de chercher des solutions pour résoudre les problèmes. C'est celui-là le chef de terre. Avec Rachid, nous feuilletons les journaux papier, mais également nous défilons donc les informations au niveau de la presse en ligne. Bonjour à toi Rachid. Merci, bonjour Abzeta et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Nous débutons par quel journal aujourd'hui? Alors on dira que le premier journal qui nous entretient ce matin, c'est l'Observateur Palga. L'Observateur Palga a sa une, titre « Lutte contre le terrorisme au Burkina » vers un nouveau mode d'emploi des VDP. Et quand on parle des VDP, on parle des volontaires pour la défense de la patrie. Autre titre pour l'Observateur Palga, crise du papier, danger de mort pour vos canards. Ainsi titre l'Observateur Palga. L'article est à lire à la page 8. Dysfonction sexuelle, on parle de dysfonctionnement sexuel. Les femmes aussi peuvent avoir des pannes, c'est-à-dire à travers la rubrique Lire carnet de santé, à la page 6 de l'Observateur Palga. Inondation à la mine de Perquois, la mine de zinc de Perquois. La chambre de refuge était donc vide. Faut-il encore y croire? Sujet à lire aux pages 2 et 5, et également à la rubrique Regard du journal L'Observateur Palga du jour. Autre sujet, Oundé Gold. Des orpailleurs enflamment la mine. À lire à la page 4. Campagne agricole 2022. La météo prédit une bonne pluviométrie. Pour achever, pour les titres de l'Observateur Palga du jour, interdiction publicité sur les produits de la pharmacopée, piqûre de rappel du régulateur. C'était les titres pour ce qui est de l'Observateur Palga. Et nous poursuivons avec cette fois-ci Le Quotidien. Le journal Le Quotidien a sa une. Déjà, les propos, on va dire, de l'OPABF, à propos de la lutte contre le terrorisme, durant les 100 jours, on va dire, d'Amiba, du chef de l'État d'Amiba. Et il est confié, les forces de défense semblent préoccupées par le partage du gâteau. Propos de maître Ambroise Farama. Et puis, autre propos, ce sont les propos de Nikebo Nkambi, président de l'UNPCB. Et je cite pour vous, « Nous allons reconquérir la première place dans la production cotonnière. » Violente manifestation d'orpailleurs contre Oundé Gold Operation, plusieurs installations et matériels incendiés. Dernier titre pour ce qui est du journal Le Quotidien, rémunération des ministres de la transition, des Burkinabés crient à la provocation. Et nous poursuivons cette fois-ci avec le journal Le Pays. Le Pays a sa une titre, recherche des 8 mineurs de Perquois, la chambre de refuge est vide et les recherches se poursuivent. Dans sa rubrique Révélation, Le Pays titre, transition politique au Burkina, les conditions se durcissent-elles encore pour Roch Christian Kaboré, à lire à la page 8. Prévision des cumuls pluviométriques 2022, des risques élevés d'inondations et de sécheresse annoncés. Mine de Oundé, des installations et des engins roulants saccagés par des orpailleurs. Lutte contre le terrorisme au Burkina, le gouvernement veut tarir les sources de financement des groupes armés. Et puis, Ambroise Farma, président de l'OPABF, à propos de la lutte contre le terrorisme, confié, je cite, « Nos FDS semblent préoccupés par le partage du gâteau. Attaque terroriste au Burkina, pourquoi l'armée n'intervient pas parfois ?» À lire à la page 15. Et pour achever, c'est du sport à travers la rubrique Actu Foot du journal Le Pays. Côte d'Ivoire, Comboiré, c'est non. Interrogation posée. À lire à la page 20 du journal Le Pays. Et nous poursuivons avec aujourd'hui au Faso Abzeta. Aujourd'hui au Faso, titre, et un grand titre, mine de Perquois au Burkina. Les espoirs de retrouver les 8 miraculés s'amenuisent. Et puis saccage de la mine de Oundé Gold, plusieurs engins incendiés par les manifestants. Toujours avec aujourd'hui au Faso, le ministre Barthélémy Semporé au député de l'ALT, donc
et je cite, « Notre priorité est de reconquérir le territoire national ». Et on achève avec l'actualité internationale traitée par Aujourd'hui au Faso, homophobie, Idrissa Gana Gueye, le joueur, les Gorgui et la polémique. Coup d'État manqué au Mali, la France est le usual suspect de Goïta. Et nous poursuivons avec cette fois-ci, Abzeta, le journal Le Reporter. Le Reporter nous apprend à sa une, salaire des membres du gouvernement, plus de 2 millions pour les ministres. Le PM encaisse plus de 5 millions en avril. Et puis, commune de Fadangourma, détournement de plus de 125 millions de francs CFA dans l'acquisition des vivres scolaires. Au Foner, un marché de 40 millions de francs CFA a problème. Et pour achever un titre pour ce qui est du journal Le Reporter, putsch du 24 janvier 2022, 4 mois de gâchis en espérant un hypothétique redressement. À lire aux pages 3 et 4 du journal Le Reporter. Et nous poursuivons, Abzeta, avec cette fois-ci l'Express du Faso. L'Express du Faso, édité depuis la ville de Bobo-Dioulasso, nous apprend incendie à Oundé Gold Operation, de violentes manifestations insensées font des dégâts énormes. Dans sa rubrique Autant le dire, l'Express du Faso nous confie incendie de la mine d'or de Oundé, la marque du désespoir. Et puis, Maître Toussaint Abel Koulibaly, ces propos qui sont repris par le journal, et je cite, « Nous sommes en train de payer la méchanceté de quelques personnes. Mine de Perquois, la chambre de l'espoir est vide. Comment peut-on procéder à une telle exploitation sans mesure de sécurité suffisante ?» Interrogation posée. Sécurisation des régions, Barthélemy Saint-Poré annonce un nouveau concept d'emploi des VDP. Et pour achever, pour ce qui est des titres, on va dire de l'Express du Faso, c'est à travers sa rubrique Tribune, non-fonctionnement des délégations spéciales des entreprises en paie le prix fort. Et nous poursuivons cette fois-ci l'information en ligne Abzeta. Et le site qui nous entretient ce matin, c'est www.lefaso.net. Prévision saisonnière 2022, les pluies seront abondantes au Burkina selon l'Agence nationale de la météorologie. Message de la ministre du Genre et de la Famille à l'occasion de la Journée nationale de lutte contre la pratique de l'excision. Donc le message est disponible sur le site de www.lefaso.net. Lutte contre les maladies tropicales négligées au Burkina Faso, des OSC à l'école de la communication stratégique. Et on achève Abzeta avec l'information sur le continent, donc hors des frontières du Burkina. Alors déjà, le premier pays qui nous entretient, c'est le Nigeria. Et là, on apprend qu'une manifestation a eu lieu dans l'état de Sokoto suite à l'arrestation de 2 suspects pour le meurtre de l'étudiante Deborah Samuel. L'étudiante Deborah Samuel qui a été justement, on va dire, assassinée par lapidation suite à un fait au niveau de l'état de Sokoto. Dans le Tchad, du moins au Tchad, manifestation contre la France, le porte-parole de la coalition des OSC dénommé Wakitama a été arrêté. Au Sénégal, le président Macky Sall apporte son soutien au footballeur Gana Gueye qui fait l'objet d'homophobie. Togo, le pays rouvre ses frontières terrestres. En Tunisie, 5 mois de prison pour un ex-député critique de Kaïs Saïed. En Libye, avant de terminer, le Premier ministre par intérim se rend auprès de la population après les affrontements de mardi dernier. Et pour achever, en Afrique du Sud, on apprend que le procès de l'ancien président Jacob Zuma est reporté pour le 1er août 2022. Peut-être voilà ce que l'on pouvait lire pour la presse en ligne, l'actualité hors de nos frontières, mais également la presse écrite. Merci à toi Rachid pour ce tour de l'actualité. Et retour au Burkina Faso, pour commencer, je rappelle que hier, c'était pas facile pour ce qui concerne justement les zones minières au Burkina Faso. Après quoi, c'était une triste nouvelle. Et du côté donc de la mine de Oundé, c'était une chaude journée. C'est bien cela, c'est bien décrit, Abzeta. Déjà au niveau de Oundé, dans la province du Tuy, nous sommes dans la région des Hauts-Bassins. Au niveau de la mine de Oundé Gold Operation, la journée d'hier a été véritablement marquante, sinon très chaude. Et selon les faits qui ont été rapportés par la plupart des presses et qu'on a pu recouper ça et là, les événements seraient partis, on va dire, du mécontentement
d'orpailleurs et exploitants artisanaux de la zone concernant, on va dire, des sites où ils pratiquaient également l'exploitation aurifère. Et bien avant même que ces événements-là aient lieu, on a appris que pour ce qui est en tout cas de la mine Houndé Gold, il y avait eu auparavant des infiltrations de personnes externes. Et cela avait conduit à des arrestations qui avaient eu une suite judiciaire parce que les personnes justement qui avaient infiltré la zone de la mine, qui est considérée comme une zone privée, voilà, ont été arrêtées et conduits du côté de Boromo, dans les Balais. Et après ces événements-là, toujours et pour les mêmes raisons, pour des revendications, on va dire, de sites, parce que ces orpailleurs-là disent être juste à côté de la mine en question, et eux également pratiquent, on va dire, l'exploitation. La mine en question, ou du moins la société minière, avait même barricadé, on va dire, la zone, la propriété qui lui appartient, pour éviter justement que ces pratiques-là ne se poursuivent. Hier, pour ce qui est en tout cas de la journée d'hier, ce qui a été constaté, c'est que c'est un groupe d'orpailleurs qui se sont réunis et qui ont forcé le passage de la barrière au niveau de la mine et pour justement avoir accès à l'intérieur de la mine. Malheureusement, il s'en est suivi le triste constat qu'on a pu voir, des engins lourds incendiés, des véhicules privés également incendiés, des bureaux saccagés, du matériel bureautique emporté, voilà, pour ne citer que ces exemples-là. C'est une situation qui est assez malheureuse. On ne voit pas véritablement ce qu'on résout comme problème à travers cet acte-là, parce que même si, on va dire, ces orpailleurs-là avaient raison, je pense qu'avec ce qui a été commis, je ne pense pas qu'on va leur donner encore raison. Voilà. Donc, je pense que c'est une situation qui doit nous donner beaucoup de leçons, à tout niveau que ce soit, sur la question minière au Burkina Faso. Elle est véritablement préoccupante. Elle est en lien direct avec la question foncière. Et si on ne prend pas garde, on pourrait se retrouver dans une situation véritablement désobligeante. Je dis bien que la question foncière va de pair avec la question minière, dans la mesure où, vous avez vu, et je l'ai dit, ce que revendiquent ou ont revendiqué depuis longtemps ces orpailleurs artisanaux, c'est la possession du site. Voilà. Alors que je pense que pour ce qui est de la société qui fait son exploitation au niveau justement de Houndé Gold, elle a également ses papiers, sa licence d'exploitation, et elle a sans doute tous les droits pour pratiquer ses activités. Et ce n'est pas évident, on va dire, pour sans doute les orpailleurs artisanaux. Mais quoi qu'il en soit, toujours est-il qu'il faut nécessairement que ce soit organisé. Tant que ce ne sera pas organisé, tant qu'il n'y aura pas d'encadrement, on pourrait se retrouver encore dans des situations aussi désobligeantes. Il faudrait véritablement que nos autorités prennent cela à cœur et qu'ils soient associés à côté de cela, les leaders communautaires, parce que c'est important. Sans quoi, avec ces situations-là, comme je l'ai dit, c'est un début et ça pourrait se répercuter dans d'autres zones. Parce que pour le cas de Houndé, c'est un cas d'école, il y a d'autres zones qui ne sont pas loin de là. On se souvient qu'il y a quelques mois, dans la région du sud-ouest, où il y a eu une explosion dans une mine. Voilà. Et dû à quoi l'entreposage, voilà, d'explosifs qui ne respectaient pas les conditions. Si cet encadrement-là était fait au préalable, peut-être qu'on aurait pu éviter ce drame-là, parce qu'on a vu le nombre de morts qui s'en est suivi après cette explosion-là. Toujours est-il que ce sont des cas qui viennent s'ajouter à d'autres cas. Et comme je dis, nos autorités doivent prendre la mesure des choses et dès maintenant prendre des décisions, même si ça doit être ferme, que ce soit ainsi, parce que c'est pour le bien de tous. Et au-delà de ça, concernant cette actualité à Houndé, c'est surtout la justice, de la manière dont les hommes veulent aujourd'hui se rendre justice. La loi du talion. C'est ça. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ça. On se rend compte qu'aujourd'hui, franchement, les Burkinabés ont tendance tout de suite
à aller vers l'affrontement, à aller vers, oui, on va se rendre justice soi-même. Tu te rappelles encore des saccages de ces débits de boissons, de ces À maquis, Béguedo? voilà, à Béguedo. Et voilà, ça n'a pas fait. C'est un dossier justement qui est en justice. Cette fois-ci encore, voilà, ça se fait passer pour une mine. Ça veut dire que tout de suite, quand il y a quelque chose, les Burkinabés, au lieu de privilégier la voie légale, préfèrent se rendre justice soi-même ou eux-mêmes. Ça rend les choses difficiles parce que après, moi, je me dis, où est-ce que nous sommes en train d'aller? Si quelque chose ne va pas entre vous, est-ce qu'il faut aller tout de suite vers l'affrontement, aller tout de suite vers je règle mes problèmes moi-même ou bien il faut se tourner vers la justice. Ça aussi, c'est quand même des réflexions à mener quand on voit ces exemples qui se passent un peu partout au Burkina. C'est bien vu, Abzeta. C'est vrai que le temps pour commenter cette actualité nous fait défaut. Mais très rapidement, et par rapport à ce que tu dis, c'est assez éloquent. Hein. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, comme tu l'as dit, malheureusement, les Burkinabés ne trouvent que comme moyen pour résoudre leurs problèmes la violence. C'est ça. Voilà, la violence. Pourtant, eux-mêmes, ils sont contre la violence. Mais cela pourrait être symptomatique de cette ruine de confiance qui existe depuis longtemps vis-à-vis de l'État, vis-à-vis, on va dire, de certaines institutions comme la justice. Voilà. Donc, on pourrait éventuellement dire qu'aujourd'hui, s'il y a ce genre d'actes-là, c'est parce que quelque peu, il y a aussi le fait que à un moment donné, l'État a manqué quant à sa responsabilité sociale en matière de justice. Et c'est toujours latent, c'est toujours au sein, justement, ça constitue une maladie au sein, justement, de la population. Et il faut trouver très rapidement des solutions. Sans quoi, d'autres cas plus dramatiques pourraient arriver, même si on ne le souhaite pas. Ça, c'est pour le cas de Houndé. À côté de cela, il l'a dit, malheureusement, la chambre pour laquelle tous nos espoirs, sur laquelle du moins tous nos espoirs reposaient, du côté de la mine de Perquois, dans la province du Sangué, a été ouverte hier et malheureusement, le constat n'est pas reluisant. On n'a pas retrouvé les 8 mineurs que l'on recherche depuis pratiquement plus de 30 jours, donc plus d'un mois. Ce que les autorités justement ont fait savoir, c'est que certes, les espoirs étaient fondés sur cette deuxième chambre, voilà, où on espérait retrouver les 8 mineurs. Malheureusement, ce ne fut pas le cas, mais nous ne devons pas en tout cas perdre du moins espoir. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est possible, parce qu'au fond, toujours, on va dire des galeries, se trouve encore une dernière chambre. Voilà. Et on se dit que c'est encore possible de les retrouver. Ils pourraient se retrouver dans cette dernière chambre de refuge. Donc, ce qui a été confié hier à travers justement la voix des autorités, c'est que les recherches vont se poursuivre. Elles demandent toujours, pour parler des autorités burkinabées, elles demandent aux familles et à la population burkinabé de façon générale de garder toujours espoir et d'y être engagés pour que, vaille que vaille, ces mineurs-là puissent être retrouvés. Qu'à cela ne tienne, on ne peut pas faire davantage, on va dire, de commentaires ou sinon de spéculations, sinon garder l'espoir, en espérant que lorsqu'on va atteindre également, on va atteindre du moins cette dernière chambre-là, que l'on puisse, et on espère véritablement que le miracle soit et que l'on retrouve ces 8 mineurs et surtout en vie. Espérons bien, c'était vraiment triste. Et je dois dire que hier, quand même, c'était une journée vraiment triste pour le Burkina. On va aller maintenant à Koutougou. Et on a vu cette nouvelle qui a été partagée, suivie d'un communiqué après, donc, qui disait qu'il n'y aurait pas cours à l'université de Koutougou aujourd'hui. Un étudiant est décédé dans un rang, donc, au niveau du restaurant universitaire, tu pars pour chercher à manger et tu perds la vie. Oui, c'est un fait qui, entre guillemets, laisse encore beaucoup de questions, laisse poser beaucoup de questions. Et pour revenir au fait rapidement, et ce qu'on a pu avoir comme information, les étudiants étaient en rang au niveau du restaurant universitaire pour recevoir leur platé. Et pour ceux en tout cas qui savent comment se passe par moment, on va dire, l'ambiance devant le restaurant universitaire, il y a pratiquement plusieurs rangs. Et l'étudiant en question, qui aujourd'hui n'est plus, faisait partie du rang dénommé l'opposition. Et ce qui a été rapporté comme fait, c'est qu'au cours justement de cet alignement-là dans les rangs, il y a eu une bousculade. Et suite à la bousculade, l'étudiant est tombé, rentré en transe, convulsion, et il a été, on va dire, fait recours au secours
pour parler des sapeurs-pompiers qui n'étaient pas heureusement loin. Mais bon, malheureusement, cela n'a pas pu aider à sauver, on va dire, l'étudiant en question. Les secouristes ont tenté de le réanimer. Malheureusement, ça n'a pas permis de le récupérer et il a rendu l'âme. Ce qu'on a pu apprendre comme information et relayé par certaines presses, c'est que son co-chambrier a témoigné pour dire que, à sa connaissance, il n'avait pas de nouvelle que l'étudiant soit malade. Voilà, d'une maladie. D'une maladie voilà, ou des crises tout à fait. périodiques. Voilà. Donc là-dessus, comme je dis, plusieurs questions peuvent être posées. Est-ce que c'est suite à la bousculade que il a été étouffé et cela justement a conduit à ce qu'on se retrouve à ce drame. Est-ce qu'il avait, on va dire, des maladies que peut-être lui-même ne savait pas? Bon, ça reste en tout cas des questions posées. Quoi qu'il en soit, je pense que ça interpelle encore nos autorités sur les conditions qu'il faut revoir, notamment au niveau universitaire de façon générale. Et pour le cas du restaurant universitaire, je pense que c'est important. Parce que ce qui ressort bien souvent, c'est que il arrive par moment même que au niveau du restaurant universitaire, les plâtés manquent pour parler des rations pour les étudiants. Vous pouvez arriver, si vous arrivez en retard, peut-être, voilà, vous retrouvez sans plat. Voilà. Et donc, peut-être que c'est ce qui souvent suscite ces bousculades-là. Oui. Voilà. Et on espère que on va plus se retrouver dans des drames aussi tristes que cela, parce que on ne comprend pas que aujourd'hui on nous dise que les restaurants universitaires sont même informatisés de telle sorte que c'est facile et pratique pour les étudiants de se procurer leur ticket pour pouvoir avoir leur ration alimentaire, mais pour ce qui est des commodités pour pouvoir justement bénéficier de sa platée, c'est difficile. Je pense que ça doit aller dans le même sens. Si on peut mettre en place un dispositif qui permet facilement d'avoir ces tickets de restaurant universitaire, il faut, à côté de cela, renforcer le dispositif pour que les platées soient suffisants et qu'on ne se retrouve pas dans une situation où encore il y a des rangs, comme si on se retrouvait, je ne sais pas moi, au niveau d'une manifestation ou un endroit public où les jeunes sont, on va dire, malheureusement contraints d'adopter ce genre d'attitude. Et cela, justement, n'est guère reluisant. Comme je dis, on espère que nos autorités sont interpellées et qu'on ne va plus se retrouver dans cette situation. Aux dernières nouvelles, on a appris que les parents de l'étudiant défunt ont été informés et qu'ils ont donné l'autorisation pour qu'il soit prises les dispositions d'usage pour procéder à l'inhumation. Donc, suite à cela, c'est justement la note on va dire, pratiquement des organisations estudiantines qui ont décidé qu'il n'y aurait pas cours pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui en son hommage. Bien sûr. Et c'est vraiment triste. Moi, je pense que hier, rien qu'hier, dans la matinée, mon invité du jour était notamment Safieta Kabori, qui est la présidente de la NEB-Ouaga. Et on a parlé justement de ces difficultés des étudiants. Elle est revenue sur la digitalisation en ce qui concerne le restaurant universitaire qui a des difficultés actuellement. Et leur revendication aussi, c'était qu'on ajoute les tickets ordinaires à la digitalisation et tout pour faciliter les choses. On en discutait hier, rien qu'hier. Et en même temps, voilà, après on apprend cette triste nouvelle. C'est vraiment dommage. On sait que pour ceux qui ont fait des universités publiques comme nous, on connaît les réalités aux rues. Si vous n'avez pas de force comme Abzeta, ben écoutez, vous cédez votre place tout simplement. Et c'est comme ça, les bousculades, ça arrive. Tout à fait. Et les bagarres, ça arrive. Mais c'est vraiment le cas extrême qu'une personne perde sa vie à cause de ces bousculades-là. On ne peut que prier pour le repos de son âme. Tout à fait. Et comme je dis, les autorités sont véritablement interpellées. Il ne faudrait plus que ce genre de situation arrive. Voilà. Achille, on termine en sport rapidement. Alors, on va s'intéresser à la fin du parcours des étalons pour la CAN U20 avec leur défaite d'hier. Oui, leur défaite d'hier, c'était... Faut pas que j'emploie des mots, sinon des qualificatifs assez forts, même si on n'est pas gay. Voilà, pour en tout cas, on va dire, la compétition d'hier. Les étalons juniors n'ont pas en tout cas, on va dire, fait preuve
de ce qui pourrait justement nous donner assez d'émotions dès ce matin. Ils ont été tenus en échec face au Bénin pour, on va dire, la compétition CAN U20. Avec cet échec-là, ils sont déclassés. Fin de parcours, on va dire, pour eux. Pour en tout cas le coach Brahma Traoré, ce qu'on a pu avoir en tout cas comme retour, c'est beaucoup d'explications sur lesquelles je ne souhaite pas véritablement revenir parce qu'on ne va pas finir de le dire ou sinon de le citer. Ce qui est important en tout cas de retenir, c'est qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Voilà, il y a beaucoup de choses à revoir pour que nos équipes, de façon générale, pour parler des étalons, arrivent justement à nous donner des résultats qui sont probants. Et on espère que déjà avec la fumée blanche qui est sortie au niveau de la Fédération burkinabé de football, la fumée blanche également va sortir au niveau des joueurs de façon générale pour parler des étalons, quelle que soit la catégorie, pour qu'on puisse avoir des résultats probants, parce que ça va de pair. Si on a des équipes qui mentalement sont bien préparées, je pense qu'à côté de cela, le physique également sera prompt pour qu'on puisse avoir des résultats probants. Donc là-dessus, on ne peut pas en dire plus. Ce qu'on attendra de voir, c'est qu'est-ce qui sera fait pour qu'on ne se retrouve plus dans de telles situations en termes d'échecs. Voilà. Ils ont joué hier contre le Bénin. Contre le Bénin. Ils ont perdu. Bon, tout à fait. Courage, tout simplement. Bon, c'est ça le football. Tout à fait. On va faire fair play également sur ton plateau. Et comme tu l'as dit, beaucoup de courage. Merci à toi, Rachid. Merci, Abzeta, et très bonne suite d'émission. Merci. Et dans la rubrique invité du jour, nous recevons pour vous Maître Guy Hervé Cam. Il est le coordonnateur national du mouvement Sens et aujourd'hui président du mois de l'alliance dénommée Ensemble pour le Faso. Bonjour à vous, Maître. Bonjour. Bienvenue à nouveau sur notre plateau. Toujours un plaisir. Alors, Maître, avec vous, nous parlerons de l'actualité. Nous parlerons également de votre alliance qui a vu le jour. Il s'agit notamment d'une alliance de 5 partis politiques dénommés Ensemble pour le Faso. Mais question d'actualité pour commencer, Maître. L'actualité est marquée par la sécurité au niveau quand même des mines au Burkina Faso. Vous avez appris certainement la triste nouvelle. Pour le moment, 8 mineurs coincés au niveau donc des eaux et des boues donc de la mine de Perquois. La chambre de refuge qui était vraiment l'espoir. Malheureusement, on n'a pas trouvé de personnes là-bas. On a trouvé personne du moins là-bas. À Houndé, c'était une journée chaude avec justement des véhicules incendiés, la mine qui a été saccagée par donc des orpailleurs. Alors, quel est votre avis à ce sujet? Quelle analyse vous faites de cette actualité? Écoutez, déjà, permettez-moi d'avoir une pensée pour les familles des miniers qui sont donc coincés sous la terre à Perquois. Ça fait donc plus d'un mois que c'est là dur, avec des espoirs ou des faux espoirs entretenus. J'ai dit cela parce que depuis un certain temps, on entend que bon, l'espoir, c'est la chambre de refuge. Et dans la pratique, lorsque les gens sont dans la pratique des chambres de refuge, il y a quand même des systèmes d'alerte qui font que lorsque quelqu'un est dedans, on a l'alerte. Donc, on sait qu'il y a des gens dans la chambre de refuge. Si on a trouvé personne dans la chambre de refuge, cela veut dire que donc il n'y a pas eu d'alerte et que théoriquement, on devrait savoir quand même qu'il n'y avait personne dedans. Et je pense que ça pose le problème, n'est-ce pas, de la sécurité. Et dans les mines, ça pose le problème du rôle que l'administration joue dans la délivrance des permis. Parce que théoriquement, la construction des mines fait l'objet donc d'un permis et le dispositif sécuritaire est important donc pour l'octroi. Donc certainement que cela n'était pas prévu et aujourd'hui donc on est dans un émoi énorme par rapport à ces 8 personnes, par rapport à leur famille, par rapport à leurs collègues. Et maintenant c'est bien que justement le pompage continue pour qu'au moins on puisse être totalement situé
donc sur la situation de ces personnes-là. Pour ce qui concerne la mine de Houndé, je pense que là encore, c'est quand même un symbole, n'est-ce pas, de la déliquescence de l'État. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis très longtemps dans notre pays, n'est-ce pas, lorsque, comme ça, par à-coup, des citoyens peuvent aller commettre des actes aussi graves, tant donc aux biens publics, aux biens de privés, sans que en réalité il n'y ait une possibilité, n'est-ce pas, pour les services de sécurité de pouvoir stopper cela. Maintenant, il y a une question fondamentale qui se pose. Comment en est-on arrivé là? On sait quand même que dans le travail des miniers, comme dans tout travail, il y a toujours des volets dialogue. Donc le problème avec les orpailleurs s'est posé. Est-ce que toutes les mesures ont été prises en amont pour résoudre la question? C'est pas évident, mais ça pose de façon générale ces deux problèmes-là. Une question du sérieux, n'est-ce pas, du fonctionnement de notre État. Autre question d'actualité, la hausse donc des salaires des membres du gouvernement aussi qui fait parler. Sur les réseaux sociaux, on a commencé à apprendre la nouvelle. Ensuite, le secrétaire général du gouvernement a confirmé que c'était vrai, mais que c'était en fait légal. C'est une augmentation qui a quand même des bases légales. Néanmoins, certains pensent que dans l'environnement économique, sociopolitique en plus, dans lequel le Burkina se trouve, les dirigeants devraient donner l'exemple en se passant de cette augmentation. Quel est votre avis? Écoutez, moi quand j'ai vu la publication de votre confrère, le journal, et j'avoue que j'ai prié pour que ça soit faux, pour que les ministres n'aient pas pris en fait ce salaire-là et qu'il ne l'ait pas augmenté. Alors, quand j'ai vu l'explication du secrétaire général du gouvernement, et là, j'avoue que c'était la tristesse énorme. Parce que là, je me disais, est-ce qu'il faut en pleurer ou en rire? Parce que l'explication, pour moi, était plus grave que le problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos autorités de la transition n'ont pas compris qu'ils sont des autorités de la transition et que pour ce fait-là, ils ont quand même un devoir d'exemplarité, comme ils l'ont dit. Je dis par principe, je trouve que les salaires des ministres fixés par le décret de 2008 est un salaire qui est bas, puisque des agents de la fonction publique touchent plus que ça. Est-ce que des agents de la fonction publique doivent toucher plus que les ministres? C'est un problème. Mais la résolution de ce problème est une question politique. Vous êtes un régime, vous avez fait un coup d'État, vous avez pris le pouvoir, vous avez dénoncé plusieurs mots, la prédation des ressources, ainsi de suite. Vous avez dit que vous allez faire et gouverner par l'exemple. Et vous venez, la première chose de concrète que vous faites, c'est non de changer de décret pour augmenter en fait votre salaire. Parce que quand je dis la première chose de tangible, c'est que sur aucun secteur, on n'a rien vu de concret. La seule chose de tangible qu'on voit, c'est prendre un décret pour augmenter, n'est-ce pas, leur salaire et le rendre effectif. Ça veut dire que dans la fonction publique en général, ça n'existe pas. Lorsque, même quand le décret existe, vous êtes dans une nouvelle fonction, pour prendre votre premier salaire, vous avez 3-4 mois. Eux, en un mois, ils ont changé le décret et ils ont empoché l'argent. Et ils sortent pour expliquer en retard. Parce que dans un régime qui se veut donneur de leçons, il y a quelque chose d'important qui est le principe de la transparence. Moi, j'aurais compris que le gouvernement prenne le décret et sorte expliquer que pour telle raison, nous avons décidé d'augmenter les salaires. Mais ils ne le font pas en cachette. Un journal le sort et en ce moment, ils sortent expliquer. Ça manque totalement de transparence. Et pour un gouvernement de transition qui veut gouverner par l'exemple, c'est un très mauvais exemple. On parle de coûts élevés de la vie actuellement. Hein, donc. C'est peu dire justement parce que en fait, quand on est leader, quand on est chef, on doit donner quand même des exemples. Vous dites, nous on est venu pour remettre le pays sur des rails. Le coût est élevé, mais le coût est élevé pour tout le monde. Le coût est élevé pour tout le monde. Je dis et je le répète
que je trouve que les salaires des ministres ne sont pas élevés dans notre pays. Ils sont bas, ils sont trop bas. Maintenant, pour que les salaires des ministres soient augmentés, je pense qu'il faut ouvrir un débat. Les salaires des ministres ne doivent pas être tabous. Il faut ouvrir un débat sur la question, comme on a voulu faire, n'est-ce pas, sur la remise à plat de la rémunération des fonctionnaires. On ouvre un débat maintenant dans un contexte de vie chère. Quand eux, ils viennent et puis ils font ça, que vont dire les fonctionnaires? Moi, je crains, n'est-ce pas, qu'on ait ouvert la boîte au Pandore exactement comme le président Roch avait fait en 2016 en augmentant le salaire des magistrats et ce qui avait entraîné, n'est-ce pas, des demandes émanant de partout. J'espère que c'est pas là. Exactement. Alors, on va s'intéresser maintenant à votre écrit juste après l'installation des membres de l'ALT. On se rappelle quand même de cette réflexion que vous avez partagée avec le public où vous avez déploré le manque de consensus pour former notamment les groupes parlementaires. Et pour vous, ça n'avait même pas besoin donc d'exister, donc ces groupes parlementaires. Absolument. Alors, les groupes parlementaires représentent en réalité des communautés, n'est-ce pas, d'intérêt, des communautés d'idéologie, des communautés de valeurs politiques. C'est pour ça qu'après les élections, chaque courant politique représenté à l'Assemblée, à certaines conditions, à condition d'avoir 10 députés, crée un groupe parlementaire pour défendre, n'est-ce pas, ses positions, ses valeurs au sein donc du processus législatif. Alors nous sommes ici dans un contexte de coup d'État, où on a, excusez-moi les termes, ramassé des gens un peu partout. On a une composante qui s'appelle OSC, qui réunit des gens qui n'ont théoriquement aucune communauté de valeurs entre eux. Tout simplement parce qu'ils appartiennent à des OSC, on leur dit vous avez un groupe. On prend des gens qui sont dans des partis politiques, qui étaient certains de l'opposition, d'autres de la majorité, d'autres dits non alignés, d'autres autres d'ailleurs, qui s'appellent autres, donc qui n'ont absolument rien en commun, on les regroupe ensemble. Ensuite, on prend des gens par région, on les regroupe. Puis on dit, on fait des groupes parlementaires. Désolé, ça ne veut absolument rien dire. Cependant, ça a des conséquences graves et d'ordre financier. Pourquoi? Parce que les groupes parlementaires ont des prises en charge, ont des présidents qui ont des rangs. Donc, je dis que cette affaire ne veut absolument rien dire. Ils ne sont pas des parlementaires normaux. Ils n'ont pas besoin de vouloir se draper des oripeaux des parlementaires normaux juste pour pouvoir capter des ressources. Parce que ça n'a aucune plus-value dans leur travail. Moi, je pense d'ailleurs qu'on est dans une période d'exception, qu'on a vu l'agenda, n'est-ce pas, de la transition, que au moins on pouvait avoir des commissions au sein de l'Assemblée comme ça existait, et d'ailleurs les reformer en fonction donc de l'agenda de la transition. Donc une commission défense et sécurité, une commission refondation de l'État, une commission, je dirais, comment on appelle, retour à l'ordre constitutionnel normal. Parce que c'est ça leur mission. Là, ça se serait compris. Mais là, on a toute l'impression que des gens sont heureux d'être là où probablement ils n'auraient jamais pu être là autrement. Donc, on se profite chacun, on se dit c'est 1 an, 2 ans ou 3 ans. Mais pendant ce temps-là, essayons de faire tout pour prendre le maximum, pour prendre notre part en fait. Alors, Maître Guy Avekam, en tant que coordonnateur national du mouvement Sens, dites-nous comment vous trouvez la transition en cours au Burkina Faso en général, surtout un peu plus de 100 jours quand même après la prise du pouvoir par le président Damiba. Alors, ce qui est à la fois bien et déplorable, n'est-ce pas, avec cette transition, c'est qu'on sait que le peuple burkinabé est réfractaire au coup d'État. Que cependant, il y a eu un coup d'État que le peuple totalement désabusé a accepté. Le peuple s'est dit, eh bien, s'il faut passer par là pour régler un certain nombre de problèmes, allons-y. Donc, voilà un régime qui fait un coup d'État, qui vient, qui a au moins l'indifférence des populations, sinon le soutien. En 100 jours, qui perd totalement ce soutien de son propre fait, par rapport, n'est-ce pas, aux actes posés,
100 jours, on demandera à personne de faire revenir la sécurité dans ce pays en 100 jours. Mais en 100 jours, on peut donner quand même des signaux, des gages qu'on est sur la bonne voie. On ne demandera à personne en 100 jours de refonder l'État burkinabé. D'ailleurs, s'ils en ont la légitimité. Mais en 100 jours, on peut voir les signaux que nous sommes sur le bon chemin. Mais là, en 100 jours, ce qu'on voit, c'est qu'on est tout sauf sur le bon chemin. Et ça s'explique, c'est normal. Quand vous faites un coup d'État et que vous venez et que vous choisissez délibérément de gouverner dans l'exclusion et que vous choisissez délibérément d'effacer l'histoire de notre peuple, parce que de façon évidente, on voit que ceux qui sont venus considèrent que l'insurrection et tout ce qui s'est passé de 2014 à 2022 était tellement sale qu'il ne fallait en aucun cas s'y référer. Ils ont déchiré tout ce qui fait rapport à l'insurrection à l'Assemblée nationale. Le président Damiba n'a jamais prononcé les mots donc irréférents à l'insurrection, et tout ce qui l'entoure sont tous ceux qui sont totalement aux antipodes de ces événements. Donc, dans un pays en guerre où on a besoin de l'unité nationale, quand on choisit de travailler avec l'exclusion, c'est difficile de demander à ce peuple-là de faire l'unité nationale lorsque au sommet même on ne donne pas, n'est-ce pas, des signaux, n'est-ce pas, d'unité nationale. Et aujourd'hui, malheureusement, les attaques se poursuivent et le bilan fait aussi à ce niveau, malheureusement, c'est inquiétant quand même et des voix s'élèvent déjà. Non, c'est inquiétant, mais c'était prévisible. Alors, un coup d'État fait par des militaires désorganise toujours l'armée, au moins à un certain moment. Parce que ce sont quand même des militaires qui étaient sur le terrain ou qui devraient être sur le terrain et qui font le coup d'État. Donc, naturellement, il y a une désorganisation de l'armée. En ce que certains éléments vont venir donc dans les bureaux feutrés au lieu d'être sur les champs, en ce que certains éléments vont être mis sur le carreau. Moi, je ne sais pas aujourd'hui le nombre de militaires qui est sans affectation précise, tout simplement à cause de ce coup d'État. Donc, il y a une désorganisation normale, en fait, prévisible, lorsqu'on fait un coup d'État qui est là. Maintenant, ce qui ajoute à notre situation, c'est qu'on a l'impression que les gens, donc les militaires, n'étaient pas d'une part totalement préparés et que d'autre part surtout, ils sont intéressés par des questions qui n'ont absolument rien à voir donc avec la sécurité. Lorsque on nous présente des officiers comme étant les meilleurs pilotes de notre pays, d'avions de chasse, et qui se retrouvent à la présidence, lorsque on vient dans un contexte de coup d'État, d'insécurité, de terrorisme, et que les officiers se retrouvent à diriger des sociétés commerciales, on peut se poser des questions. Et tout ça, ça va laisser des traces dans notre armée. Est-ce que dans ce contexte-là, on arrivera à retourner en fait la situation du terrorisme? Moi, je m'inquiète. Mais je dis, il n'est pas tard. Il n'est pas tard pour que le régime se ressaisisse, parce que de toute façon, vous pouvez diriger des sociétés, vous pouvez établir vos quartiers à la présidence, mais si vous voulez diriger un pays, il faut qu'il existe d'abord. Alors, maintenant, on va parler de l'actualité, de votre actualité, cette nouvelle alliance qui a vu le jour, dénommée Ensemble pour le Faso. Déjà, maître, d'où est venue l'idée de créer une alliance et de qui même? Écoutez, en fait, déjà, il y a le constat que la classe politique burkinabé est totalement en déphasage avec les besoins politiques de la population, est fait depuis longtemps. Alors nous, quand nous nous engageons officiellement en politique en 2020, nous faisons le constat et nous le disons que en 2014, lorsque le peuple renvoie donc Blaise Compaoré, il dit « plus rien ne sera comme avant », qui était en même temps comme en réalité la lettre de mission donnée aux politiciens. Tout ce qui s'est passé montre que, à l'évidence, cela n'a pas été le cas.
Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on en est là? On en est là parce que la politique n'est pas faite par les patriotes sincères. Les patriotes s'éloignent de la politique. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont en politique ne sont pas des patriotes. Et il y en a qui sont en politique qui sont des patriotes, mais l'establishment politique ne leur permet pas de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et nous nous sommes dit que c'était le rôle, n'est-ce pas, de notre génération. Parce que, en fait, la politique est aujourd'hui monopolisée par la génération 83. Tous ceux qui ont fait la révolution en 83 avec les différents soubresauts, nous nous sommes dit il faut renouveler cette classe politique-là. Mais pour renouveler la classe politique, ce n'est pas une personne qui le fait. Les gens sont divisés, mais ils disent la même chose, ils défendent la même chose, ils prônent la même chose. Et donc, à partir de ce moment, l'espoir, le désespoir naît, n'est-ce pas, du constat que dans le jeu politique, l'argent reste toujours le maître, contrairement donc à ce qui devrait être le cas, notamment l'offre politique. Nous nous disons il faut renforcer l'offre politique. Et c'est comme ça que naturellement, les discussions se sont engagées avec un certain nombre de partis. Et nous nous sommes dit que la responsabilité de notre génération était justement de regrouper toutes les forces politiques, patriotiques, progressistes et panafricanistes du Burkina Faso, de regrouper tous les patriotes qui ne sont pas dans des partis politiques, tous les patriotes panafricanistes et progressistes de notre pays, de les regrouper. Et le débat, les discussions ont commencé il y a très longtemps. Donc, ce qui s'est passé le 12 n'est qu'une étape vers une fusion de ces partis-là, mais pas seulement, vers la construction, n'est-ce pas, d'un parti unifié avec ces 5 partis, mais certainement avec d'autres qui vont nous rejoindre et d'autres personnes ressources avec lesquelles nous sommes en discussion qui vont nous rejoindre parce que nous nous sommes dit que peut-être qu'on ne changera pas, je vais dire, en 2-3 ans, mais il faut forcément que nous mettons à la disposition du peuple burkinabé un outil politique qui permettra d'aller vers le changement. Si ce n'est pas avec nous, ça sera avec nos petits frères, mais il faut déjà que le train soit en marche. Alors, maître, je vous prends au mot. Vous avez parlé de fusion, notamment. Absolument. Est-ce que vous avez dit vous pourrez tendre vers une fusion? Est-ce que déjà pour les prochaines élections, si elles ont lieu par exemple en 2025, on pourrait retrouver un candidat de ces 5 partis? Bon, peut-être parce que vous aurez fusionné. Si on n'a pas un candidat de ces 5 partis aux prochaines élections, nous aurons échoué. Ça veut dire que vous allez vous mettre ensemble pour sortir, je ne sais pas, un nouveau parti ou... Notre objectif, c'est de créer un nouveau parti. Ensemble. Mais pas un nouveau parti uniquement avec les 5. Un nouveau parti, sans doute, avec les 5, mais avec d'autres forces politiques, pour présenter une alternative politique crédible, patriotique. Mais la défense de cette alternative politique crédible et patriotique-là nécessite que nous soyons aux affaires. De ce point de vue, forcément, nous aurons sans doute à toutes les élections des candidats parce que notre ambition, c'est vraiment de forcer le changement dans notre pays. Forcer le changement et à vous écouter, c'est comme si aujourd'hui, Ensemble pour le Faso va regrouper des jeunes... Bon, pas forcément des jeunes partis, mais des partis qui ont des idées nouvelles, des idées de jeunesse. Est-ce qu'on pourrait retrouver, par exemple, Tahirou Barry aussi à vos côtés? Ben, c'est le souhait. Ou bien parce que Abdou Karim Sango est là-bas? Non, pas du tout, absolument. Si Tahirou Barry m'écoute, il sait ce qu'on se dit et il aura noté aussi que même vous, donc, pensez que sa place est avec nous et que nous, on l'attend. Je ne pense pas. Moi, je pose une question tout simplement, maître. Maintenant, je souhaite savoir, maître, est-ce que l'idée est venue de vous à la base? C'est pas le plus important. Le plus important, c'est que il y a eu ce que je pense c'est Amadou Ampateba qui disait la communauté des crânes. C'est que voilà, il y a eu à un certain moment donné des esprits qui se sont rencontrés et c'est ça le plus important. D'où vient l'idée? À ce stade, c'est pas du tout important. Alors, je rappelle les 5 partis donc qui forment Ensemble pour le Faso. C'est le mouvement Sens, bien sûr, de Maître Guy Hervé Kam, le parent avec, bien sûr, Abdou Karim Sango. Il y a le PDS, l'APR et le PUR. Absolument. C'est bien ça. Oui. Alors,
l'objectif recherché par ce mouvement, cette alliance, c'est quoi exactement? Alors, il y a donc un objectif clairement de transformation. Nous sommes partis du constat. C'est pas un constat qui commence en 2016 avec Rock. C'est pas un constat qui commence en 87 avec Blaise Compaoré. C'est un constat qui va depuis l'histoire du Burkina Faso, depuis l'histoire de l'Afrique. Vous savez, lorsque vous discutez avec les gens, on a l'impression que l'Afrique et le Burkina commencent à partir des colonisations, soit des colonisations arabo-musulmanes, soit des colonisations occidentales. Alors qu'avant tout cela, l'Afrique existait. Nous avions une organisation. Et nous considérons que l'organisation sociale, politique et économique de nos pays, aujourd'hui, ne peuvent pas marcher dans notre contexte. C'est comme si vous prenez un verbe en français et vous voulez le conjuguer avec les règles de la grammaire anglaise. Ça ne marche pas. Donc, à partir de ce moment, face à ce vide-là, nous avons décidé de créer, de proposer avec le peuple burkinabé un projet politique ancré sur le socle de nos valeurs culturelles. Premier élément. Deuxième élément, nous avons envie aussi de montrer au peuple burkinabé que les tentatives échouées de regroupement là l'ont été parce que tout simplement c'était des tentatives de regroupement de personnes. Et donc nous avons choisi de ne pas faire des regroupements de personnes, mais des regroupements de valeurs. Et nous disons que l'un dans l'autre, nous serons donc à mesure de transformer de façon fondamentale en fait la politique pour faire un lieu, pour en faire un lieu privilégié où se retrouvent les meilleurs d'entre nous, je veux parler des meilleurs patriotes, donc que la politique ne soit plus le terrain des plus mauvais d'entre nous, mais plutôt des meilleurs d'entre nous pour offrir ce que Dieu, la nature leur a donné et au profit donc de la communauté. Donc c'est une transformation fondamentale de la politique que nous voulons faire. C'est pour ça que nous disons que notre rôle, c'est de mettre la machine en marche pour qu'elle continue, pour qu'elle vive, pour qu'elle nous survive. On sait aussi que vous risquez de rencontrer peut-être d'autres blocs sur votre chemin. On sait que l'UPC, par exemple, a rencontré l'UNIR MPS, l'ADF RDA, le NTD, Agir Ensemble et autres. Et certaines voix soupçonnent déjà qu'ils pourraient aussi, eux, créer un bloc pour les élections à venir. Nous sommes fondamentalement démocrates. Donc c'est une très bonne chose. Si les gens se rencontrent, si les gens se retrouvent, c'est une très bonne chose. Maintenant, nous disons que le travail que nous avons à faire, c'est justement de réduire dans la politique l'impact du dieu argent. Il faut réduire l'impact du dieu argent. On connaît les politiciens professionnels. Ils sont, comme on veut dire avec le mot à la mode, ils sont résilients. Ils s'adaptent à toutes les situations. Mais bien entendu, l'histoire de notre peuple a aussi montré que ce n'est pas ça la solution. On a tout essayé. Et donc aujourd'hui, nous avons un message, nous avons un projet, nous allons discuter, nous allons aller à la rencontre du peuple burkinabé avec ces projets-là pour leur dire que vous avez tout essayé, sauf quelque chose de nouveau qui vient, faites le pari. On fera ensemble le pari. Maître, pour finir, dites-nous comment va fonctionner concrètement ensemble pour le façon. On rappelle que vous êtes le président du mois déjà, donc de ce mois certainement. Absolument. Alors, comment vous allez fonctionner? Écoutez, nous avons mis des organes en place. Il y a la conférence des présidents, il y a les groupes de réflexion et donc jusqu'à la constitution du parti unifié, on aura donc chaque mois un président donc du mois qui va coordonner les activités. Parce que dans cette période-là, bien sûr, chaque parti garde son autonomie, mais nous avons décidé de mettre ensemble un certain nombre de moyens, mais aussi surtout de créer les conditions pour que nos militants partout dans le Burkina fraternisent et que ça ne soit pas une décision venue de là haut. Et dans ce travail-là, nous avons besoin des organes et nous avons besoin de coordination. Et ça, c'est le rôle des présidents du mois.
Autrement, les décisions vont toujours être prises donc par les groupes de travail après consultation de chaque organe des partis, de telle sorte que on puisse éviter, n'est-ce pas, ce qui a toujours créé les conditions, n'est-ce pas, d'échec des différentes tentatives de regroupement que on a vu au Burkina Faso, mais pas seulement au Burkina Faso, et même en Afrique. C'est un exemple de démocratie que vous voulez donner? Absolument. Merci à vous, maître. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que dans l'entretien du jour, nous recevions pour vous maître Guy Hervé Cam. Il est le coordonnateur national de Mouvement Sens, aujourd'hui président du mois donc de l'alliance dénommée Ensemble pour le Faso. Il faut rappeler que c'est une nouvelle alliance qui regroupe notamment 5 partis politiques. Il s'agit notamment du Mouvement Sens de maître Guy Hervé Cam, le parent donc de Abdou Karim Sango, le PDS, l'APR et le PUR. C'est ici qu'on va s'arrêter pour notre entretien de ce jour. Nous poursuivons avec cette émission. Je vous l'annonçais aujourd'hui, on va parler d'un événement, Baobab d'or, dans la rubrique Bonnes Affaires. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Karim Compaoré. Il est le promoteur de cet événement dénommé Baobab d'or. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de Savane TV. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau pour parler de Baobab d'or. Mais laissez-moi d'abord vous dire que vous êtes tellement bien habillée, toute belle et toute coquette. Merci à vous. Oui. Alors, nous rappelons que vous êtes par ailleurs le PDG de Radical Mag. Et c'est Radical Mag qui organise justement Baobab d'or. Dites-nous, M. Compaoré, que fait Radical Mag? Merci. Radical Mag est un magazine d'information qui traite toutes les informations, que ce soit culturelles, politiques ou toute information. Et donc, depuis un certain bout de temps, c'est Radical Mag maintenant qui organise maintenant les Baobab d'or. D'accord. Et c'est Radical Mag qui organise le Baobab d'or. Oui, effectivement. C'est quoi le Baobab d'or? Le Baobab d'or, c'est un événement, une cérémonie que nous décernons un trophée à une gloire. Et parce que du constat fait est que depuis un certain bout de temps, nous assistons à des soirées d'hommage. C'est quand des personnes ne sont plus de ce monde qu'on les célèbre. Et au cours de cette célébration, il y a des témoignages. Et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas les célébrer de leur vivant? Raison pour laquelle les Baobab d'or sont nés pour célébrer les gloires de leur vivant, retracer leur parcours pour permettre à cette jeunesse-là de connaître. Vu que beaucoup de jeunes aujourd'hui prennent comme, je dirais, exemple des personnes d'ailleurs, alors qu'au Burkina Faso, nous avons ces personnes-là qui sont vus comme des monuments, des Baobab d'or, raison pour laquelle les Baobab d'or sont nés également pour permettre à cette jeunesse de comprendre et de connaître davantage le parcours de toutes ces personnes que nous célébrons. Donc l'idée, c'est vraiment rendre hommage, c'est glorifier. Hommage. Oui. Et puis, bien sûr, vous avez vu l'affiche tout à l'heure. Il s'agit bel et bien de la photo du PDG de Savane Média, Elhadj Boubacar Zidadi Sitnaba, qui est Baobab d'or 2022. Ça veut dire que cette année, vous avez décidé de lui rendre hommage. Donc cette année, nous avons décidé de rendre hommage à ce grand monsieur qui a fait beaucoup et qui continue de rendre un grand service à la nation. Quand on jette un œil sur son parcours, on ne peut ne pas le célébrer. Quelqu'un qui quitte par exemple le village à l'âge de 12 ans pour se rendre à Bobo. Et pour se rendre à Bobo, il n'a même pas un simple 5 francs. Il va travailler avec une aveugle qui gagne 500 francs. Et par la suite, il se met à marcher et il rencontre quelqu'un qui lui offre 2 miches de pain pour sa première fois. En tout, il gagne 800 francs. Il se rend à Bobo. Il commence à vendre Yougou. Et par la suite, il va se rendre en Côte d'Ivoire. Il va travailler dans les plantations.
il revient au pays et aujourd'hui, il est l'un de, je peux dire, il y a un baobab qui a un média qui emploie plein de jeunes. Donc, Et on est réalisateur du cinéma également. Et qui rend service également à beaucoup de gens. Parce que nous savons que par des témoignages, il y a des gens, leur début, c'était pas facile pour eux, mais le PDG les a tendu la main. Et aujourd'hui, ces personnes arrivent à s'en sortir. Et comment ne pas célébrer cette personne? Retracer tout son parcours, montrer à la jeunesse. Quoi qu'on dise, c'est bien vrai, il faut aller à l'école, mais il faut avoir des objectifs. Voilà, tu peux aller à l'école, tu peux avoir tous les diplômes au monde, mais si tu n'as pas des objectifs, tu seras toujours un chômeur. Mais celui-là même qui n'a pas été allé à l'école aujourd'hui, regardez vous-même, qui sont ceux même que lui il emploie, des gens qui ont fini même leurs études, c'est lui qui les emploie. Alors, donc, si le choix de votre équipe s'est porté sur le PDG de Savane Media, El Hadji Boubacar Zidadi Sinaba, c'est vu son parcours. Vu son parcours, parce que son parcours doit inspirer cette jeunesse pour dire que c'est pas parce que je suis né trouver que mon père a l'argent que forcément je dois m'appuyer sur cet argent-là pour gagner. Non. Il faut te battre, il faut te valoriser, il faut te fixer des objectifs et devenir quelqu'un. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de médias au Burkina Faso sans ne pas mentionner son nom dans les livres d'or. Ce qu'il a apporté pour ce pays et ce qu'il continue d'apporter, c'est tellement énorme. Vous comprenez avec moi que une anecdote, quand vous avez un événement qui se passe, par exemple, que ce soit à la Maison du Peuple, il suffit seulement de communiquer seulement sur Savane Média et que le concert est plein. Donc, l'homme a su s'imposer, l'homme a su, je vais dire, conquérir tout le Burkina, au-delà même du Burkina. Et vous voyez sur l'affiche, vous verrez mes numéros. En Côte d'Ivoire, un peu partout, on m'appelle. Chaque jour, je reçois des appels des différents pays pour dire ce que vous voulez faire là, c'est quoi le baobab, c'est quoi. Quand on les explique, ils disent que waouh, que réellement on aurait voulu être là pour témoigner, pour dire, pour montrer à quel point nous sommes fiers de lui. Alors maintenant, on va s'intéresser au programme de cet événement. Oui. Qu'est-ce qui est prévu? Ce qui est prévu, c'est un programme très alléchant parce qu'on aura des témoignages, c'est-à-dire des gens qui nous connaissent depuis ses débuts. C'est déjà lors d'une soirée? Oui, c'est lors d'une soirée. C'est lors d'une soirée. La soirée va passer le dimanche 29 mai au Sénaza. Et donc, menu de la soirée, vous aurez des témoignages avec son entourage, ses amis, ses collaborateurs, ses employés. Que nous allons recueillir toutes ces témoignages et les projeter au cours de la soirée. Et il y aura également aussi des gens même sur place qui vont témoigner. Et il y aura un défilé de mode, il y aura des prestations d'artistes, il y aura remis des attestations. Parce que quoi qu'on dise, également aussi, il y a des gens qui l'ont accompagné, pour qu'il soit là où il est aujourd'hui. Ces personnes également seront décernées avec des attestations de reconnaissance. Et également aussi, il est le seul qui va soulever qui va recevoir le baobab en or. Un trophée. Voilà, le baobab, ce sera en or. D'accord. Oui. Alors, un programme alléchant, et vous l'avez dit, c'est le 29 Le 29 mai au Sénaza. Est-ce qu'il y a une condition pour accéder à la salle ou bien c'est sur carte d'invitation? C'est sur carte d'invitation, puisque c'est une soirée de célébration. On ne peut pas dire à quelqu'un de venir payer pour rentrer célébrer quelqu'un. Donc, l'entrée, c'est sur invitation et quoi qu'on dise, les Savane Média également aura un lot d'invitations pour les auditeurs et ses partenaires. Maintenant, quels sont les résultats que vous attendez avec cette cérémonie ou l'idée même du Baobab d'or?
Ce que nous attendons, c'est à la fin de la soirée, que la jeunesse puisse s'inspirer de son parcours et se mettre au boulot. Alors, déjà, c'est la 3e édition, il faut le rappeler. Oui, le nom Baobab d'Or, c'est la 3e édition, puisque nous avons démarré avec un cocktail avec mascotte, un petit cocktail pour mascotte, mais ça c'était au sein de son émission. Et en 2018, nous avons rendu hommage, mais ça c'était soirée d'hommage au doyen Ahmed Alex Lawal. Par la suite, en 2019, c'est devenu Baobab d'Or et nous avons célébré le PDG de Sédonie Production, M. Seydou Richard Traoré. En 2020, notre choix était porté sur Moustapha Labli Tombiano. Malheureusement, il y a eu le Covid et lui aussi s'en est allé. Donc en 2021, nous avons célébré le PDG de Imagine qui est Monsieur Gaston Kabouré, grand réalisateur. Et en 2022, c'est le Baobab Alagi Sida Abouaka Sidnab. Alors, maintenant, on va vous permettre donc de lancer un appel ou d'inviter, en tout cas, d'éventuels partenaires ou encore les populations à se joindre à l'événement. Effectivement, pour organiser un tel événement, il te faut des moyens. Donc, nous lançons un appel aux partenaires. Également, ceux qui veulent nous accompagner, ils peuvent nous contacter. Je vais donner des numéros également. Et j'invite la jeunesse quand même à sortir massivement pour venir être témoin de ce qui va se passer au Sénasa le 29 mai. Donc, pour tout contact, c'est le 78 71 12 16, le 70 98 09 48, soit le 76 55 45 et 19. D'accord. Merci à vous, monsieur Karim Kompaouri. Merci à vous, c'est le merci vous revient. Merci beaucoup. On vous souhaite de passer une bonne journée. Et puis voilà, nous serons là pour célébrer notre PDG, donc El Hadj Boubacar Zidane Sidnaba, à cette soirée du Baobab d'Or qui aura lieu, il faut le rappeler, le 29 mai prochain au Sénasa. Alors, pour la suite de cette émission, c'est juste l'heure pour nous donc de vous dire au revoir puisque c'est terminé pour l'émission d'aujourd'hui. Je rappelle que cette semaine, nous nous intéressons donc pour la rubrique à la découverte 2 aux chefs de terre, notamment du Burkina Faso en général. Nous avons pris l'exemple du chef de terre de Mankourdougou et de Zignaré pour la rubrique à la découverte 2. Dès demain, d'autres témoignages également. Et nous aurons d'autres invités sur ce plateau également. Portez-vous bien et surtout restez fidèles au programme du Savane TV. Plus.